Redressement judiciaire, liquidation judiciaire, c'est le sujet que je veux aborder aujourd'hui avec vous au travers de deux témoignages. L'analyse d'une personne devenue par la force des choses une sorte de spécialiste des tribunaux de commerce en France. Et puis, le témoignage d'une victime. Vous allez le voir, vous allez l'entendre, son affaire est tout à fait révoltante, mais malheureusement très courante en France lorsqu'on soulève un peu les archives des liquidations judiciaires dans notre pays. Cet hôtel devait être son rêve, il est devenu son cauchemar. Estelle Covin est ici en compagnie d'un de ses amis, Michel Chanu. Vous l'entendrez plus tard dans ce dossier. Comme beaucoup d'autres, Michel Chanu dénonce les agissements plus que troubles du milieu des liquidateurs judiciaires, mais pas seulement. J'ai donc rencontré Estelle Covin à Honfleur, en Normandie. C'est là-bas qu'elle m'a raconté toute son histoire. En 2012, Estelle fait l'acquisition de cet hôtel-restaurant. Nous sommes au pied du pont de Normandie, dans un environnement très touristique. Durant 8 mois, elle réalise d'importants travaux. Elle fait du jardin et du joli bâtiment attenant situé plus haut, un vrai petit coin de paradis. Estelle l'arrange avec goût, c'est une ancienne décoratrice d'intérieur. Estelle, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que l'on voit sur ces photos-là, qui défilent à l'image ? Oui, bien sûr. Ma salle de restaurant, achevée après reprise de l'établissement de Belvédère à Honfleur, de longs mois de travaux pour en refaire une belle salle accueillante pour notre clientèle et un parc. Le parc du Belvédère, qui était un parc d'agrément tout à fait plaisant et prisé par nos clients. Donc tout a l'air d'être neuf là. Dans le restaurant, oui, j'ai déployé de gros moyens pour réaménager complètement la salle et la moderniser, du mobilier en passant par l'électricité, les placos, tout avait été refait dans la mesure où cette salle, je devais la prendre aux normes et qu'elle ne l'était pas. Donc j'ai dû très vite faire un petit peu d'amélioration et quand on a vu l'état, on est allé un peu plus loin, on a refait entièrement cette salle. Quel budget avez-vous consacré à la restauration à ce moment-là ? Sur cette seule salle de restauration, on était monté à pas loin de 70 000 euros avec la réception de l'hôtel et un bureau. Voilà, le nécessaire pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Donc on voit un jardin superbe, c'est ravissant ce qu'on voit. J'y ai aussi employé pas mal de temps. J'avais monté 2 tonnes de gravier au seau, 2 tonnes de gazon de laquage au seau aussi, parce qu'il n'y a pas d'accès à la propriété, au jardin. Je trouvais, tout le monde trouvait d'ailleurs que cet endroit était ravissant. Très, avec une vue imprenable sur le pont de Normandie, donc ce qui ajoutait encore au charme, surtout de nuit. Vous allez voir maintenant ce qu'est devenu ce très bel endroit. Je tiens à préciser que les images que vous allez découvrir m'ont été fournies il y a plusieurs mois par un anonyme. Des images, me semble-t-il, particulièrement importantes pour vous montrer la gravité de ce dossier. Des gravats, des déchets, des morceaux de vie. Le bâtiment n'est pas seulement devenu insalubre, il est presque sur le point de s'effondrer. Cette pièce, c'était la salle-restaurant. Ici, c'était les cuisines. Durant des mois, le bâtiment a été squatté sans que personne, semble-t-il, ne s'y oppose. L'a-t-on laissé volontairement se dégrader ? On peut se poser la question. Une chose est certaine, à peine avoir fait l'acquisition du Belvédère, Estelle Covin découvre des malfaçons, des vices cachés, des fuites d'eau, un système électrique non conforme. Un expert judiciaire va d'ailleurs le confirmer dans une note. Plus loin, les témoignages recueillis tendent à démontrer que celle-ci a cherché à dissimuler les désordres existants pour faciliter la vente. Alors, vous achetez, Estelle, le Belvédère en 2012, vous exploitez 3 ans et demi, vous me dites si je me trompe, vous en faites un petit coin de paradis, c'était un peu le projet de vos rêves, un peu et
Et puis, vous découvrez tout un tas de malfaçons, de contrefaçons, en tout cas de problèmes, et vous vous lancez dans une procédure, et vous obtenez gain de cause. Alors je me lance aussitôt dans la procédure, puisque je comprends dès que je fais mon premier constat d'huissier le 20 janvier, ça veut dire à peine 3 semaines après la prise de possession des lieux. Et là, effectivement, après avoir découvert que l'électricité est sûrement dangereuse et des fuites conséquentes camouflées dans les plafonds, je fais appel à mon avocat qui me dit on va lancer une procédure. Effectivement, on lance une procédure avec une expertise judiciaire qui n'a pas tout à fait le temps de l'entreprise, mais ça c'est la justice. Et je me mets donc en redressement judiciaire au bout d'1 an. Pour quelles raisons, Estelle ? Alors, pour plusieurs raisons, c'est que les défauts constatés, notamment en matière de fuite, m'interdisent de travailler sur une salle de 80 couverts. Ensuite, les défauts électriques, donc je vois que c'est dangereux. Et donc, bien évidemment, j'ai une perte de clientèle sur cette salle, mais j'ai aussi des frais qui s'accumulent parce qu'il faut prendre des avocats, il faut faire des constats. Donc très très vite, je ne peux ni tenir mon prévisionnel, ni non plus compter sur une trésorerie qui a été allouée à la réfection de la salle, qui était prévue préalablement à la vente, et pour laquelle j'ai été obligée d'aller au-delà du budget que j'avais. Puisque en matière électrique, ça devait être aux normes, ça ne l'était pas du tout, ça posait des contraintes nouvelles auxquelles je ne m'attendais pas, donc des dépassements de budget sur les travaux, et certains sacrifices à faire, notamment ma façade, qui n'était pas très engageante, dirons-nous. J'ai dû négliger ces postes, qui étaient pourtant essentiels pour l'activité, pour au moins avoir une salle de restauration accueillante et qui me permette de travailler autour des groupes, puisque je faisais principalement du groupe. C'est quoi tout ça, Estelle ? Tout ça, ce sont des dossiers. Voilà. C'est votre dossier ? Oui, ouais. Tout ça, ce sont des dossiers instruction. Suite à une plainte pour non-conformité d'installation, pour dissimulation diverses. Un exemple, une bâche était dissimulée dans le plafond. Estelle Covin obtient donc du tribunal de Lisieux la condamnation de l'ancienne propriétaire. Elle devra lui verser près de 400 000 € de dommages. Estelle se croit sortie d'affaire, mais elle n'obtient rien. En fait, chose incompréhensible, l'appareil judiciaire se retourne contre elle. La société d'Estelle est mise en redressement judiciaire, elle est contrainte d'abandonner son hôtel-restaurant. Et, comble de tout, son avocat devient l'avocat du liquidateur. Son rêve prend fin au bout de 42 mois seulement. Voilà. Vous cessez l'exploitation. Alors, et là, c'est le début de l'enfer. Alors, j'en arrive à ce que vous me disiez, cette procédure est longue, mais je gagne. Là, je me dis, je suis sauvée, et sauf que non. Malheureusement, je suis pas sauvée. C'est que contre toute attente, au moment où je gagne de grosses condamnations, avec un jugement alloué de l'exécution provisoire, on a une organisation frauduleuse d'insolvabilité. Et de la part de la vendresse condamnée, et là, contre toute attente, le mandataire qui aurait dû s'intéresser à cette condamnation, puisqu'elle venait couvrir mes créanciers intégralement, décide de m'assigner en liquidation. Et je me retrouve en liquidation, dessaisie d'une procédure en appel qui va courir à l'encontre de ce jugement qui m'était favorable, et qui va courir de manière controuvée, puisque on se retrouve en conflit d'intérêts également. Mon avocat devient l'avocat du liquidateur. Votre avocat est devenu l'avocat du liquidateur? Oui, alors même qu'on est en cause d'appel contre la liquidation. Ce qui est... Comment l'expliquez-vous, Estelle Covin? Moi, je ne me le suis jamais expliqué, hormis quelques collusions, enfin des collusions manifestes, que j'essaie de faire reconnaître auprès à l'heure actuelle d'une instruction pénale en cours. Voilà. Vous n'avez pas une
Vous n'avez pas un soupçon, vous lui avez posé la question, j'imagine, à votre avocat. Ah oui. Comment êtes-vous devenu? Je n'ai eu aucune réponse, hormis aussi le liquidateur, de dire que c'était plus facile de prendre l'avocat qui était déjà dans l'affaire, peu importe qu'on soit l'un contre l'autre dans un autre dossier. Donc du coup, votre avocat se retourne contre vous par la force des choses, en fait. Il se retourne contre moi d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il prend des écritures qui me sont très défavorables pour m'emmener au fond plutôt que de demander la radiation de l'appel pour le non-paiement des condamnations. Donc des décisions de conclusion d'ailleurs qu'il dépose en mon nom sans que je sois préalablement prévenu. Et en fait, est-ce que je serais complotiste? Je ne le crois pas. Je crois qu'au vu des éléments que vous dénoncez des complots, les collusions, je les dénonce depuis 2016. Quand une première plainte avait été déposée avant ma liquidation en 2016, avril 2016, et j'inscrivais déjà en fin de plainte que je soupçonnais des collusions entre mon avocat et le mandataire judiciaire. Les éléments que j'ai récupérés aujourd'hui et la manière dont se sont déroulés les faits tendent à me donner raison, sachant qu'encore mandataire, le mandataire a aussi participé à fournir des éléments, notamment des éléments comptables à mon adversaire. Donc préalablement à sa demande de liquidation, donc il fournit des billes à mon adversaire, alors même que ce jugement lui devait lui profiter ainsi qu'au créancier qu'il est censé défendre. Et au moment où il obtient ma liquidation, il me prive de cette possibilité de poursuivre cette procédure en appel de manière convenable, puisque je suis privé des éléments, des dossiers, je n'ai plus aucun pouvoir sur cette procédure qui aboutira à une annulation complète du jugement. C'est alors un enfer judiciaire qui commence pour Estelle Covin, un enfer qui dure depuis maintenant 12 ans. Les traumatismes physiques et psychologiques qu'elle a subis lui valent maintenant de recevoir une allocation pour adultes handicapés. Alors maintenant, je reviens un peu en arrière. Et là, ce que l'on voit sur ces images, sur ces photos, sur ces images, Estelle, c'est votre hôtel, votre jardin, moins de 10 ans après. On est dans une friche, Il y a eu la guerre ou quoi sur votre hôtel? C'est un peu la guerre, mais c'est pas la guerre qui a rendu cet immeuble dans cet état qui vous désole. Qui me désole, qui me fait extrêmement mal au cœur. J'ai mis toute ma vie dans ce projet. La seule explication, c'est que je me suis battu tout le temps que j'ai pu jusqu'à la liquidation. Une fois que j'ai été dessaisie, je n'ai rien pu faire. J'ai dû quitter les lieux puisque le liquidateur a eu aussi la charmante initiative de tout nous faire couper à mes enfants et moi, l'électricité. Donc j'ai pu partir en fait, puisque au-delà d'être resté dans cet endroit qui était dangereux sans qu'on prenne jamais de mesures conservatoires d'ailleurs pour nous protéger, j'ai quitté l'endroit et cet endroit a été squatté. Encore là, malgré des plaintes et malgré le fait que j'ai alerté le liquidateur à qui incombait la responsabilité de la préservation des lieux. Il m'avait retoqué que sur les vols, il n'avait pas d'assurance pour l'immobilier et qu'il ne pouvait pas placer un agent de sécurité pour protéger, il n'avait pas les moyens de faire du gardiennage sur cet immeuble. Donc j'avais déposé des plaintes, moi c'est resté squatté, l'environnement, mes voisins, mon proche voisinage me tenait informé quand de nouveau les chaînes étaient cassées, quand tout était ouvert et qu'il semblait qu'il y avait de nouveau des intrus. 2 plaintes ont été déposées qui ont été purement et simplement classées sans suite. Quant au liquidateur, il a laissé faire. Voilà. Sachant que depuis, cet immeuble a été vendu sur un faux en écriture dénoncé par la DDPP, où la plainte, c'est pareil, n'aboutit pas ou a disparu, on ne sait pas encore réellement. J'attends de mon avocate qu'elle réclame ces documents, puisque mes demandes sont toutes inefficaces. Et donc depuis cette vente, on a pu aussi vendre l'immobilier, on va dire sur le trottoir, puisque ce sont les nouveaux acquéreurs qui ont pris possession. Alors je dis acquéreurs entre guillemets, parce que
Ça reste une fraude au départ, donc je reste pour moi propriétaire de mon bien et ces meubles étaient bien les miens, ceux de mes sociétés. Tout a disparu, ça a été vendu à la sauvette sur le trottoir lors d'une vente organisée par ces acquéreurs et depuis, je pense qu'ils ont simplement commencé à abattre puisque le projet c'est une destruction totale de l'immeuble. C'est ça le projet? C'est un projet a priori de 3,5 millions de ce que j'ai pu de ce que j'en ai pu faire le calcul, 3 maisons et 5 appartements luxueux sur un terrain qui a été vendu à la barre 260 000 €. 260 000 €. Voilà, quand on sait qu'une estimation a été produite à 440 par le créancier lui-même qui demandait la vente, donc la mise à prix était de 80 000, ça a finalement abouti à 260 000. Alors qu'une estimation datée disait déjà 440 000 et que c'est une ville qui a explosé et une rue aussi qui a été rénovée. Donc on sait que une société bien connue en matière d'investissement immobilier vient de construire sur 2 parcelles qu'elle a récupérées pour 1 million d'euros, 2 parcelles qui sont a priori plus petites que la mienne. Comment est-ce que vous ressortez physiquement, psychologiquement, moralement d'une telle affaire? Et ça c'est ma première question. Et la deuxième c'est vous êtes sacrifié sur quel autel? Comment on sort? Faudra revenir me poser la question quand j'en serai sorti en fait. Vous n'avez pas encore sorti? Pas du tout. J'ai des dossiers à la Cour de cassation, j'ai des combats d'où je ne vois pas le bout encore parce qu'il y a quelques entraves que j'ai du mal à dépasser, notamment en Cour de cassation, là on me refuse mes dossiers, voilà, donc il faut réussir à combattre et puis quand on parlait tout à l'heure, effectivement c'est le théorème de Pasqua appliqué à la lettre, on le voit dans beaucoup de dossiers de liquidation puisque ça entraîne d'autres conséquences souvent sur le plan patrimonial. Savoir aussi qu'en général, les liquidations sont un peu plus rudes à vivre quand on a effectivement du patrimoine immobilier. Donc à l'heure actuelle, je ne suis pas sortie. J'ai eu la chance de rencontrer... il y a du positif quand même. J'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai appris beaucoup de choses. Parce qu'il faut savoir que les premières années, on ne comprend pas du tout ce qui nous arrive. Et puis quand on gagne, on se dit ça y est, on est sauvé, enfin, ça paraît évident, voilà, il y a une justice. Et puis finalement, ça retombe aussi vite et on repart dans une spirale presque plus douloureuse, difficile. Et donc aujourd'hui, en 2024, non, je suis loin d'être sortie. Je fais un bras de fer pour maintenir une instruction et surtout faire prospérer une instruction, puisqu'à l'heure actuelle, moi je travaille sur les dossiers, mais il n'y a pas eu réellement d'analyse de ce dossier au sein des autorités compétentes, quoi, dans les bureaux des autorités compétentes. Donc pour le moment, je tiens parce qu'il faut bien quelqu'un pour le faire, donc je tâche de mener moi-même l'enquête. J'essaie d'apprendre, donc j'ai appris beaucoup de choses en droit. Puis j'ai cette chance maintenant, je suis spécialisée un peu partout. Il y a un peu de pénal, un peu de commerce, un peu de civil. Alors je ressors pas encore, mais je me dis pourquoi pas peut-être un jour reprendre la fac et valider une licence de droit. Financièrement, dans quel état êtes-vous, Estelle ? C'est très difficile. Je suis à l'heure actuelle, j'ai été relativement brisée par ces difficultés, surtout que au-delà du patrimoine, ça a atteint ma famille. Quand on est liquidé, on le sait, c'est vraiment une spirale et beaucoup de choses s'imbriquent en fait, la famille pour pouvoir élever ses enfants. Moi j'ai élevé 12 ans mes enfants seuls, mais je me retrouve interdite de travailler du fait de la liquidation. Interdite de travailler Du fait de la liquidation, je ne pouvais plus poursuivre mon activité, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, cette liquidation a été biaisée il y a d'autres travers qui font que logiquement, elle aurait dû être suspendue, puisque moi, j'ai jamais eu de juge commissaire désigné. Donc, j'ai un juge qui a décidé de vendre mon immeuble, alors même qu'il n'était pas désigné dans cette affaire. Mais il m'a dit, c'est pas grave, moi, je fais ce que je veux. Donc, je vends quand même l'immeuble, alors qu'il n'avait aucun droit, et que cette procédure devait cesser, être suspendue, ça c'est la règle, être suspendue jusqu'à une désignation par la cour d'appel, une réparation de son omission de statuer en fait.
Ce qui n'a jamais été fait, mais on a quand même prospéré. Et, si moi je dis ça va pas, c'est irrégulier, bon de toute façon, le tribunal de commerce, on est quand même sur une juridiction où vraiment on fait ce qu'on veut. Hein. Quand on leur parle du code du commerce, c'est pas toujours bien perçu parce que d'abord on a des magistrats qui sont pas des magistrats professionnels, c'est ce qu'on appelait les juges consulaires. Ils ont 3 jours de formation, ce qui est somme toute très peu. Et comme je le disais tout à l'heure, je me suis mise au droit parce que quand j'ai cru que j'ai été sauvée, j'ai fait confiance aux avocats. Les avocats que j'ai eus par la suite m'ont montré que faut pas faire confiance à un avocat, c'est la première erreur. Et malheureusement, quand on a laissé passer 5 ans, on récupère un dossier qui est déjà très abouti dans le mauvais sens. Donc je me bats maintenant pour inverser la tendance, mais dans une situation précaire puisque je suis désormais en situation reconnue de handicap. Être éloignée de mes enfants, ça a été une déchirure. Aujourd'hui, on s'est retrouvés et on essaie tous les 3 de se reconstruire comme on le peut, mais y compris pour mes enfants. Ma fille qui avait ce désir de devenir juge d'instruction a finalement complètement abandonné le projet. Elle a estimé que finalement la profession n'était peut-être pas celle qu'elle imaginait et voilà, il faut se réinventer et on est encore en reconstruction avec quand même toujours le rêve que ces procédures finissent par aboutir dans le bon sens et que je ne sois pas une nouvelle coupable d'avoir été victime. L'affaire est en cassation aujourd'hui ? L'affaire est un peu partout. Armel, l'affaire est en cassation, l'affaire est en instruction, l'affaire est encore au tribunal de commerce. L'affaire est aussi portée contre moi au tribunal judiciaire de Caen cette fois-ci, puisque je viens de faire opposition à une ordonnance pénale qui m'a condamnée pour outrage, puisque je suis coupable apparemment d'avoir écrit la vérité. J'ai raconté mon histoire et surtout mon vécu sur une audience. J'ai produit un écrit accompagné et je l'ai transmis au chef de cour jusqu'à monsieur le garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti, et la sanction a été effectivement que je suis donc reconnu coupable d'outrage à magistrat. Sans trop savoir exactement ce qu'on me reproche, mais sans en tout cas qu'on investigue sur les faits et exposer tant en fait qu'en droit d'ailleurs que je dénonçais. Donc j'attends la décembre et je pourrais aussi risquer une grosse sanction, je ne sais pas. Au regard du code pénal, je pourrais avoir désormais de la prison. Je pense pas qu'ils iraient jusque-là, mais je serais une très mauvaise coucheuse. mais voilà, c'est assez effectivement difficile et c'est de vivre depuis toutes ces années et dans l'angoisse de ce qui peut se passer demain. Parce qu'en fait, il y a soyons clairs, nos limites quand ils ont décidé d'aller au bout de leur projet. Donc j'ai aussi le tribunal administratif, puisque je combats un projet qui a été donné pour abattre ma propriété et ma petite maison, qui était celle de mes enfants aussi, donc j'y suis très attachée et j'entends pas laisser faire, parce qu'a priori ce projet est aussi obtenu sur défaut et en fraude. Donc j'écris et je me dis qu'arrivera un moment où il y aura bien une réponse qui soit celle de la justice. Vous venez de me dire, ils ont décidé de... il, c'est qui ? Et qu'est-ce que vous auriez envie, qui vous auriez envie, ou qu'est-ce que vous auriez envie de dénoncer ? Alors, il, c'est qui ? J'ai une troupe, hein. J'ai une petite troupe derrière moi quand même. Parce que effectivement, il y a eu aussi, il y a des gens quand même placés qui ont piégé ce dossier. On sait très bien quand il faut s'en prendre à un mandataire liquidateur, à un avocat du cru. Déjà c'est un peu compliqué. Quand on s'en prend aussi à monsieur le procureur, c'est pas très bien vu. Et
même si monsieur le procureur il s'expose à rien, puisque il classe lui-même les plaintes déposées à son encontre. Donc comme ça, un juge est parti, c'est pas un souci. Ce que j'aimerais, oui, c'est que l'instruction, que les instances qui n'ont peut-être pas pris encore la teneur de toute cette affaire, prennent ce temps d'analyser les pièces, les preuves que j'ai emmagasinées, et nous rétablissent, oui, dans nos droits, dans nos... Aujourd'hui, j'ai 48 ans, j'ai pris 12 ans de procédure bientôt. J'ai gâché les plus belles années à mes enfants pour reprendre cette affaire qui devait être un rêve et qui est devenue mon cauchemar. Donc oui, je me bats pour la vérité aujourd'hui. Alors, elle n'est pas là aujourd'hui, je pense pas demain, mais après-demain, ce serait bien. Après le témoignage bouleversant d'Estelle Covin, voici l'analyse de Michel Chanu. Il y a quelques années, cet ancien chef d'entreprise a lui-même subi une énorme escroquerie. Michel est ancien membre de la CNETH, la Coordination nationale des entreprises à taille humaine. Michel Chanu, est-ce que vous pouvez d'abord faire part de votre réaction à la lecture du dossier d'Estelle Covin ? Oui, alors bon, le dossier d'Estelle, c'est un dossier qui est relativement simple. C'est une affaire qui se déroule en 3 temps. Le premier temps, c'est l'achat d'un hôtel-restaurant, Mur et Fond. L'achat d'un établissement qui ne présente pas les garanties suffisantes au niveau normes d'accueil du public, qui présente de graves anomalies concernant les installations électriques, qui concerne aussi des infiltrations d'eau par les 3 terrasses qui inondent la salle de restaurant et qui entravent en fait l'exploitation d'établissement. Donc, en deuxième temps, ça va fragiliser la personne, donc Madame Covin, qui a acquis cet établissement. Il y aura un deuxième temps qui va être celui des procédures judiciaires. Madame Covin va donc poursuivre l'acheteuse pour dol, hein, parce qu'effectivement il y a eu des vices cachés dans cet achat. La vendeuse, la propriétaire, enfin l'ancienne propriétaire. Voilà, l'ancienne propriétaire. Hein. Et parallèlement, comme elle est en difficulté financière, elle va déclarer ses créances dans le délai de 45 jours auprès du tribunal de commerce de Lisieux. Et elle obtiendra en première instance la condamnation de la vendeuse de l'établissement, assortie de dommages et intérêts. Et contre toute attente, la vendeuse fera appel de sa condamnation et elle va obtenir sa relaxe. Alors qu'elle était condamnée à 400 000 euros, c'est ça ? C'est ça, condamnée pour dol. Donc le dol, même si c'est rendu par une juridiction civile, c'est une infraction quasi délictuelle. Hein. On a trompé la personne à qui on a vendu. Et en fait, on va s'apercevoir qu'en appel, Madame Covin ne sera pas défendue par son avocat, et l'avocat fera beaucoup mieux, et il deviendra l'avocat du mandataire liquidateur. Alors derrière ces manœuvres, on peut soupçonner effectivement un piège. On a tout simplement relaxé la vendeuse pour laisser proliférer l'action du mandataire liquidateur auprès du tribunal de commerce. Attendez, vous venez de nous dire, Michel, que l'avocate d'Estelle Covin est devenue l'avocat du liquidateur. Tout à fait. Comment c'est possible ? En parfait conflit d'intérêts. Alors, je ne vais pas tirer à coups de boulet rouge sur la profession d'avocat, mais bon, on a beaucoup d'interrogations concernant cette profession. Il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises, la plupart du temps qui ne sont même pas conformes au droit. On plume les gens. On s'arrange pour que les procédures n'aillent pas au bout, c'est lucratif. On ne va pas travailler pour que la personne gagne en première instance et obtienne gain de cause. Non, on va essayer de compliquer la procédure pour essayer de faire le maximum d'honoraires. C'est ça la vérité. Vous dites que finalement c'est une affaire très simple. C'est ça, très simple, tout à fait. Et là, qu'est-ce qui va se passer en troisième acte ? Eh bien, on va avoir l'acte de prédation des biens. Parce que dès que l'entrepreneur fragilisé a poussé la porte du tribunal, si vous avez des biens, effectivement, le mode de rémunération du mandataire liquidateur pousse celui-ci. Le tribunal de commerce n'a aucun intérêt à sauver l'entreprise. Elle va laisser travailler le mandataire liquidateur, qui lui va pouvoir percevoir ses honoraires,
mais pour pouvoir percevoir ces honoraires, la meilleure voie, c'est de liquider l'entreprise. D'ailleurs, on a un problème en France, on a un véritable problème en Allemagne. Lorsque les entreprises sont à l'épreuve de difficultés, 1 sur 2 est sauvée. En France, 97% des gens qui franchissent la porte du tribunal de commerce sont liquidés. On a un véritable problème. Comment vous l'expliquez, ce problème? Ce problème, c'est tout Est-ce simplement... qu'il y a une explication raisonnable? Une explication... Oui, elle est très simple. Elle est très simple. L'origine de la justice commerciale, 1563, Michel de l'Hospital, chancelier de Charles IX. Chancelier, donc, ministre de la Justice et Premier ministre de Charles IX. Et c'est lui qui va instaurer les tribunaux de commerce. Donc on hérite ces juridictions de l'Ancien Régime. Et on a conservé tout de l'Ancien Régime. On a une justice qui fait appel à des juges consulaires, c'est-à-dire à des artisans, à des commerçants, pardon, des industriels, des gens qui n'ont aucune formation au droit. Et on a aussi souvent des cadres bancaires. Et on a aussi des experts comptables. Moi, il y a une question. Qu'est-ce qui pousse ces gens qui sont occupés par leur business? Parce que quand vous êtes industriel, vous avez généralement un emploi du temps qui est bien rempli. Oui. Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à jouer les philanthropes et à venir jouer les bénévoles au sein des juridictions? On peut se poser la question. Alors que ces gens-là n'avaient pas de formation en droit, depuis quelques années ils en ont une, ils ont 3 jours de formation. C'est que le droit commercial est un droit extrêmement complexe. Qu'est-ce qui pousse ces gens à venir jouer les bénévoles au sein des tribunaux de commerce? Vous avez une réponse? Bien sûr. Quelle est-elle? En 1998, on a eu un rapport d'enquête parlementaire. Le rapport qui a été rendu par M. Colcombé et M. Montebourg, qui était rapporteur à l'époque, qui était député, qui est devenu d'ailleurs après ministre. Et en fait, on a découvert une corruption endémique au sein des tribunaux de commerce et tout un tas de malversations. Alors effectivement, il y a une profession qui est énormément visée, c'est celle des mandataires liquidateurs. Parce que les mandataires liquidateurs sont des professionnels du droit. Là, on est face à une juridiction qui est composée je vais être vulgaire, mais de neuneux. Mais par contre, on a des professionnels du droit qui savent très bien ce qu'ils font. Et ces gens-là, pour pouvoir avoir des rémunérations conséquentes, naturellement, vont effectivement ne pas se gêner. Alors je le dis, je n'ai pas du tout pour volonté je n'ai aucun intérêt d'ailleurs à venir critiquer les mandataires liquidateurs, mais la littérature, la presse, on a fait état dans de nombreuses affaires. Et on découvre que ces gens-là, quelquefois, étaient des trésoriers de partis politiques. Donc là, ça commence... Moi, j'ai une affaire en tête, celle de maître Jean-Yves Aubert, qui était mandataire liquidateur à Chalon-sur-Saône, qui était un notable de Chalon-sur-Saône. Et ce monsieur était le trésorier de Dominique Perben, garde des Sceaux. Bon, conflit d'intérêt. L'affaire Aubert, il a fini avec un bracelet électronique, maître Aubert. J'ai celle du cabinet Sauvant-et-Goulker. Sauvant-Goulker, c'était les patrons de celle qu'on appelle aujourd'hui la Madone des faillites, Hélène Bourdoulou. C'est une des têtes de liste des mandataires liquidateurs français aujourd'hui. Il y a un des deux qu'on a retrouvé mort assassiné en Sicile. Ils étaient impliqués dans des détournements colossaux. On retrouve de l'argent dans les paradis fiscaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Michel, le fonctionnement d'un tribunal de commerce? Parce que finalement, assez peu de personnes savent comment ça fonctionne. Lorsque vous êtes en cessation des paiements, alors, le problème, vous avez 2 types d'affaires. Vous avez les gens qui ont des défauts de gestion, ça arrive, tout le monde n'est pas bon gestionnaire. Vous avez les gens qui ont des défauts de gestion, qui ont des pertes de clientèle, des marchés qui évoluent, voilà, c'est la monnaie, c'est monnaie courante dans le milieu économique. Mais vous avez aussi des gens qui ont été fragilisés. C'est-à-dire des gens qui ont été victimes de délits. Ils ont été escroqués. Ils ont été... moi, personnellement, ça m'est arrivé. J'ai été victime d'une escroquerie. C'est comme ça que vous vous êtes intéressé à tout ce gloubi-boulga de... Je n'ai fait qu'effleurer, entrouvrir la porte du tribunal de commerce. J'ai été victime d'une société qui était peu scrupuleuse, qui respectait même pas les mentions obligatoires sur facture. Ça touchait le monde de l'aéronautique.
je demande à mon avocat de poursuivre mon fournisseur en demandant la vérification de l'identité du fournisseur. Et en fait, l'avocat, il va signer un gars qui est en nom propre. Il ne signe pas la société. Il ne signe pas le gérant. Donc là, j'ai tout de suite compris dans quoi j'étais. Et là, moi, j'avais des avions personnels que j'ai vendus. Et puis, j'ai payé mes fournisseurs, j'ai cessé mon activité. Parce que j'ai compris que j'allais y passer ma vie. Voilà, donc j'ai compris ce qu'était un tribunal de commerce. Moi, j'ai jamais passé pour des problèmes de liquidation ou de redressement, jamais. Mais j'ai compris comment, je me suis intéressé au fonctionnement. C'est ça qui m'a poussé ma curiosité. Et puis après, effectivement, au fur et à mesure des gens qu'on rencontre, on s'aperçoit que la plupart des personnes tombent dans des arnaques. C'est l'enfer ce que vivent les artisans commerçants. C'est l'enfer. Des Estelle Covin, Michel, il y en a des quantités. Il y en a plein. Mais Estelle encore, elle va certainement, au niveau santé et tout, on prend cher. Mais il y a des gens qui se suicident. Combien de personnes se suicident? Parce que vous êtes face à un mur. Vous perdez tout. Vous avez des gens qui ont mis 30 ans à monter une boîte, 40 ans, sont victimes d'une escroquerie, sont en face d'une juridiction pénale qui se fout littéralement des victimes, parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'en matière pénale, on se fout des victimes en France. Il y a que c'est la caisse du ministère public qui intéresse les procureurs. Les victimes, on s'en contrefout. On assiste à ça. Et aujourd'hui, moi, dans l'affaire qui m'a concerné, qui touchait le monde aéronautique, parce que on avait peur que je m'installe sur un aérodrome qui était la plaque tournante du trafic de drogue. Je me suis rendu compte que le trafic de drogue qui mêlait des Anglais, il y avait un préfet qui était trempé dans cette affaire, et il y avait aussi un procureur, dont la fille était l'amie de dealers. Alors des gens qui viennent d'une île bien connue, dans la Manche. Pas dans la Manche, non. Pas dans la Manche. En Corse. Ah, en Corse. Voilà. Donc quand on gratte derrière tout ça, alors moi j'ai passé 30 ans de ma vie, je me suis passionné, et on s'aperçoit aujourd'hui que la mafia qu'on avait en Italie, elle est bien pire chez nous, parce que la mafia que nous avons en France, elle est institutionnelle. On a une mafia de col blanc et de robe noire. Ce sont des accusations graves que vous portez. C'est grave. Mais je trouve pas le terme. Vous validez, j'allais dire, vous validez vous-même par des preuves, par des témoignages, des affirmations qui sont les vôtres. Sinon, je ne tiendrai pas ces propos-là. La presse en fait état. Je peux vous amener tous les articles de presse. Quand les gens des commissions parlementaires se sont intéressés à la chose, on a compris que les magistrats consulaires, les tribunaux de commerce sont contrôlés par les parquets. Mais les parquets n'exercent aucun contrôle sur les tribunaux de commerce. Aucun contrôle valable. Et en plus, quand vous portez plainte au procureur parce que vous êtes victime de malversation, la seule voie, c'est le classement sans suite. Donc on a un véritable problème. Mais ça, en France, ça coûte la vie de 50 à 60 000 entreprises chaque année. Ça dure depuis des décennies. Et il faut savoir que pour un entrepreneur, parce que c'est pas qu'une affaire d'entrepreneurs, d'artisans commerçants, c'est l'affaire de dizaines de milliers, de centaines de milliers de salariés qui perdent leur emploi et qui rejoignent la procédure collective. Ce que vous dénoncez, Michel, Michel Chanu, c'est tout le système de la liquidation des entreprises. Tout le système est à revoir. Tout le système est à revoir. Et il n'y a aucune volonté d'État, il n'y a aucune volonté de réforme. Aucune. Comment l'expliquer? Parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Parce qu'il y a de l'intérêt. Voilà. Derrière les mandataires liquidateurs, vous avez des banques judiciaires qui sont adossées. Certaines banques judiciaires sont impliquées dans des trafics d'évasion fiscale. Donc l'affaire d'Estelle m'a beaucoup intéressé parce que j'ai une excellente connaissance du milieu criminel. Voilà, j'ai une bonne connaissance du milieu corso-marseillais. Et que ce milieu-là, il est très implanté aujourd'hui en Normandie. Voilà. Implanté en Normandie. Il est implanté en Normandie. Vous avez des preuves? Bien sûr. Mais ça, on pourra traiter ça dans un second volet.
Mais là, ce qui est malheureux, c'est de voir les entreprises qui sont des entreprises qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans d'existence, victimes d'escroqueries, et qu'on va casser pour le business des mandataires liquidateurs. Quand vous parlez de mafia, Michel Chanu, ça veut dire qu'il y a un système qui, selon vous, est organisé. Tout à fait. Uniquement organisé par des personnes qui ont des intérêts financiers et qui se tiennent les uns les autres. Tout à fait. Tout à fait. C'est un système organisé. C'est un système organisé. On s'aperçoit dans les dossiers que ces gens-là se connaissent. Ces gens-là se connaissent. Dans les repreneurs. Mais il y a un véritable business en France de l'entreprise, de l'acquisition de l'entreprise en difficulté. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on appelle le private equity, ce qu'on appelle les fonds de retournement. Qu'est-ce que c'est, vous voulez bien Alors, bien sûr, puisque l'histoire des entreprises en difficulté, le fonctionnement, c'est très simple. Lorsque l'entreprise est défaillante, on va avoir recours à un repreneur qui va reprendre l'entité, l'euro symbolique. On va faire auprès des politiques un chantage à l'emploi en disant oui, mais moi, j'ai été obligé de dégraisser. Vous avez des fonds conséquents qui sont alloués la plupart du temps par les régions à ces entreprises moribondes. Et derrière, vous avez ce qu'on appelle les fonds de retournement. Vous avez des gens dont c'est le métier, qui injectent de l'argent dans ces entreprises. Ils bénéficient des aides de la région, du département. On remonte la boîte, on licencie une partie du personnel. Ça veut dire qu'en clair, l'argent public paye la masse salariale. C'était le système Tapie ? Bien sûr. Mais derrière Tapie, on avait un autre homme derrière M. Tapie. On avait M. Borloo. M. Borloo qui est intervenu auprès de M. Jospin pour torpiller le projet de réforme qu'on avait mis en place suite au rapport parlementaire de 1998. C'est M. Borloo qui est intervenu. Vous avez conscience que les accusations que vous portez sont graves ? C'est grave. Mais vous les assumez ? J'assume. Même si j'en ai pas été victime, j'ai rien à gagner à dénoncer ça. J'ai passé les 2/3 de ma vie à enquêter là-dessus. Je suis aussi très intéressé par ce qui se passe dans le milieu agricole. Voilà, on est en train de casser notre économie. C'est un véritable génocide. C'est un génocide économique ce qu'on vit en France. C'est les multinationales en fait qui récupèrent des parts de marché, mais on laisse les gens dans des situations. Vous allez tuer quelqu'un, vous prenez 10 ans ferme, vous prenez 15 ans ferme. Au bout de 7 ans, vous êtes ressorti. Si oui, pourquoi, Michel Chanu, pourquoi le dossier, le cas d'Estelle Covin vous a plus particulièrement interpellé ? Alors, il m'a interpellé parce qu'il touche une région que je connais bien, la Normandie. Je connais parfaitement cette région. J'en connais tous les mauvais aspects. Alors vous savez, la côte fleurie ici, Deauville, Honfleur, c'est la même chose que le port de Marseille. C'est-à-dire vous avez le touriste Google qui passe, c'est joli, c'est magnifique, mais il y a l'envers du décor. Et ici, on vit la même chose qu'à Marseille. Voilà, c'est exactement la même chose. De manière plus discrète. Plus discrète. Voilà. C'est plus au standing. Donc, dans le dossier d'Estelle Covin aujourd'hui, il n'y a plus rien à tenter ? Si, rien n'est jamais perdu. Le problème, c'est que ça coûte cher tout ça. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut pouvoir, au niveau de sa santé, pouvoir assumer. Au niveau de ses finances, il faut aussi pouvoir aussi assumer. Mais ce que je voudrais, vous savez, là, je ne veux pas casser, parce qu'on est sur de la maltraitance institutionnelle, clairement. Je ne suis pas là pour casser l'État, pour casser qui que ce soit, mais faire prendre conscience aux gens, au grand public, de la casse qui est induite. Et dans quelle situation se retrouvent les gens qui ont à vivre ces affaires-là. Et puis aujourd'hui aussi à expliquer aux gens pourquoi ils sont sans emploi. Parce que c'est ça aujourd'hui. Il n'y a plus d'emploi, mais pourquoi ? Parce qu'on a cassé les PME, PMI. Vous n'avez pas parlé des promoteurs, Michel Chanu, parce que derrière tout ça, il y a, un autre envers du décor, c'est qu'il y a des promoteurs qui forcément s'intéressent, là c'est le cas du dossier d'Estelle Covin, qui s'intéressent à ce bien,
qu'ils souhaitent récupérer. Mais on sait, alors moi je veux pas qu'on fasse l'amalgame avec ce qui se passe chez Estelle, mais on sait très bien que derrière l'immobilier, il y a le blanchiment. On le sait. Comment vous pouvez affirmer ça? Ben, en France, de toute façon, là, quand vous regardez les circuits de blanchiment, le dernier maillon, c'est l'immobilier. Voilà. Dans les scandales à éclater, vous en prévoyez, vous en annoncez déjà un autre? Oui. Quel est-il? La destruction du monde agricole, qui est déjà mal en point. Parce que là, il y a une réforme en cours actuellement. Là, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle les TAE, les tribunaux d'activité économique. Donc ces tribunaux étaient censés avoir comme champ de compétences le monde commercial et artisanal, les sociétés civiles immobilières, les associations, le notariat, les avocats et le monde agricole. Alors déjà, on a des inquiétudes parce que le notariat et les avocats ont vraiment crié des cris d'Orphée, donc eux ne rentrent pas dans le champ de compétences. Seuls rentrent les SCI, les associations, le monde commercial et artisanal et les agriculteurs. Alors ce qui veut dire qu'on va faire entrer comme magistrats consulaires des gens des professions agricoles qui pourront être des cadres de la MSA, des cadres du Crédit Agricole par exemple, qui pourront être des éminents membres de la FNSEA. Là on sait ce qu'on vit en France aujourd'hui. On vit depuis des décennies du cannibalisme agricole. Ce sont les plus aidés, ceux qui récupèrent le plus d'aide, qui cannibalisent les plus fragiles. Donc pour ces gens-là, on est en train d'ouvrir une voie royale. Voilà à quoi on va assister. Aujourd'hui, là, on a encore, bon an, mal an, entre 300 et 400 000 exploitants agricoles, exploitations. On peut prévoir que dans les 5 ans, ces chiffres-là soient divisés par 3. On passera, plus que probablement, à moins de 100 000 exploitations agricoles en France d'ici quelques années. Voilà, ce dossier est maintenant terminé. Avant de vous quitter, il me semble nécessaire de vous rappeler que 97% des entreprises en France placées en redressement judiciaire sont purement et simplement liquidées. C'est 2 fois plus que dans les autres pays en Europe.